Alors, on peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'on a ces restrictions à avoir? Déjà, on sent qu'elles ne sont pas très dures. Il nous faut une classe qu'on va taguer à entité, elle doit avoir des méthodes publiques, elle doit pas, les attributs ne doivent pas être finaux, aucune méthode doit être finaux, ça c'est classique. On doit avoir des getters et des setters, ils doivent être protectés du public. Alors pourquoi ces quelques restrictions sur cette partie-là? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en gros, le framework qui va avoir un objet personne avec des attributs dedans, qui sont par exemple mon nom, c'est barré, et puis quelque part, il doit stocker dans une table personne la partie de cet objet-là, qui est cet objet, il est là. Donc j'ai un objet en mémoire, je dois le stocker. Quand vous appelez à la méthode persist, au commit, il va aller regarder les informations de mapping, et puis il va appeler chacun des getters. C'est pour ça qu'on a besoin de getters formés d'une certaine façon, pour créer l'insert et les mettre dans la colonne. Pour être capable de actionner, déclencher une requête update, si par hasard vous modifiez l'attribut barré en faisant un set name et en changeant le name, qu'est-ce que va faire le framework conceptuellement? Il va en gros venir surcharger la classe pour faire en sorte que sur la méthode setName, évidemment, il va appeler le setName de la classe du dessus, mais il va en plus venir taguer le fait qu'il va falloir déclencher une méthode update, créer cette méthode update, etc. S'il veut pouvoir surcharger cette classe-là, il faut évidemment que la classe ne soit pas finale. S'il veut pouvoir surcharger les getters et les setters, même chose, il va falloir que ces getters et ces setters ne soient pas finaux. Donc, c'est pour ça, entre autres, qu'on a ces restrictions sur le fait qu'on veut éviter cette partie finale. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a un constructeur, on a besoin d'un constructeur sans paramètres? C'est pareil, quand je vais lui dire, donne-moi toutes les personnes qui s'appellent Barré. Lui, il va traduire ça en SQL, il va l'envoyer avec JDBC, et il va donc faire un select étoile, from, etc., où les personnes sont barrées. Il va récupérer un JDBC recette. Derrière, pour recréer les objets personnes, parce que nous, on a dit, ce qui est très agréable, c'est de récupérer automatiquement des objets métiers. Pour recréer ces objets métiers, qu'est-ce qu'il va faire à partir des résultats qu'il a récupérés depuis la base de données? Il va d'abord créer un objet personne en faisant personne p égale new personne, et puis après, pour chacune des valeurs des colonnes, il va appeler le setter pour mettre les bonnes valeurs. Pour avoir le droit de faire cette première étape qui consiste à dire personne p égale new personne, évidemment, il lui faut nécessairement un constructeur sans paramètres qu'il ait le droit d'appeler, d'où le fait que s'il n'y a pas de constructeur sans paramètres, le framework n'est pas capable de recréer les objets métiers. Ça, c'est pour la petite explication interne de ce qui se passe, de pourquoi on a ces quelques restrictions sur la façon dont on va écrire une entité. Donc, d'un point de vue vocabulaire, on va parler de champ quand on va désigner une variable d'instance, et on va parler de propriété lorsque l'accès se fait en passant par les accesseurs, par les getters ou les setters. C'est du détail, c'est des choses que vous retrouverez plutôt si vous lisez la spec. Voilà pourquoi il y a plusieurs termes utilisés, variables, accesseurs, attributs, parce qu'il y a cette différence parfois qui est faite. D'une manière générale, et ça c'est une source d'erreur, la stratégie de demander au framework de passer par les getters et les setters ou de passer directement par l'attribut doit être cohérent sur toute la hiérarchie d'héritage. Donc si je reprends mon exemple Eclipse tout à l'heure, ça veut dire que si je mets un @id là, mais par exemple, je me dis, mais le first name, j'aurais bien envie de lui mettre un add colonne pour mettre des informations que, en fait, le nom de cette colonne doit être maximum de 30, ça, JPA va être perdu parce qu'à un moment, il va trouver des annotations sur les attributs, à un autre moment, il va les trouver sur les getters, et donc il va en ignorer un des deux. Donc c'est souvent une source d'erreur quand vous êtes en TP,
parce que vous allez dire, je comprends pas, j'ai bien mis la notation de mon association et il la prend pas en compte. Bah oui, parce que vous avez mis le @id sur l'attribut, vous avez mis le one-to-many sur l'association, sur le getter, et donc ça marche pas. Donc par habitude, je vous ai dit, on aime bien tout mettre sur les getters. C'est plus propre d'un point de vue conception objet. Par défaut, tous les attributs qui ont un getter et un setter, en fait, il va chercher à les rendre persistants. C'est-à-dire que s'il y a un attribut qui ne doit pas être rendu persistant, il va falloir le dire à JPA. Et on va lui dire en mettant une annotation @transiente. Attention, JPA, on a dit, va suivre le standard un peu JavaBean, donc il est un peu, par moment, un peu naïf. Dès qu'il y a une méthode qui va commencer par get, quel que soit le nom de cette méthode, ou une méthode qui va commencer par is, il va dire, ouais, c'est pour moi, j'ai quelque chose à rendre persistant. Et des fois, votre méthode get, en fait, elle prend 3 paramètres, elle retourne, enfin, elle n'a rien à voir avec un getter, mais lui, simplement parce qu'elle commence par get ou elle commence par is, il va dire, oh là là, c'est quelque chose qui doit être rendu persistant. Donc méfiez-vous de ce genre de petits glitch, et donc n'hésitez pas à utiliser le @transient pour dire, ce champ-là n'a rien à voir avec le schéma, enfin la partie base de données, il faut juste l'ignorer. Par exemple, si j'ai un getter date de naissance qui un get âge qui calcule l'âge en fonction de la date de naissance, évidemment, âge, on ne veut pas le stocker en base de données, on va mettre un @transient sur cette partie. Autre point important à comprendre sur ces entités, le fait qu'elles ont un cycle de vie qui est à part. D'habitude, un objet en Java, il a en gros 2 états. L'objet, il est créé quand on a fait un new, et puis à un moment, plus personne le référence, et quand plus personne le référence, le garbage collector Java passe et détruit l'objet. En JPA, c'est un peu plus compliqué, parce qu'en fait, l'étape de l'objet, il est à la fois en mémoire et à la fois en base de données. Et donc en fait, quand on va faire un new sur une entité, cet objet, il est là, mais tant que j'ai pas appelé la méthode persist, il n'a rien à voir avec la base de données. Donc il est là, quelque part en mémoire. Quand je vais appeler la méthode persist, il va passer dans un état géré. Qu'est-ce que ça veut dire, cet état géré? Ça veut dire qu'il va rester synchronisé. Si je change des valeurs des attributs de cet objet, ça va être reflété en base de données. Je suis dans cet état-là. Si je détruis, si j'appelle entitymanager.remove sur cet objet, évidemment, l'objet, il est retiré de la base de données, mais en Java, l'objet, il existe toujours. Il est là. Donc, il est dans cet état removed. On va attendre que plus personne le référence, et puis après, pareil, le garbage collector passera dessus pour supprimer l'objet en mémoire. Mais pendant un moment, l'objet en mémoire est encore là. Et il y a un état qu'il faut bien comprendre, parce que, en fait, c'est souvent dans les exceptions, il va vous dire, je ne peux pas faire ça quand je suis dans l'état détaché. C'est justement cet état détaché. C'est quoi cet état détaché? L'objet, par moment, il peut se retrouver dans un état où le framework est incapable de suivre son évolution. Et dans ce cas-là, il passe dans cet état détaché. Par exemple, vous serialisez cet objet en JSON pour l'envoyer à votre browser va faire des actions et vous renvoyez un JSON. Ce JSON, vous allez dire, je sais qu'il correspond à un objet dans ma base de données, j'ai l'ID de cet objet, etc. Mais tout ce qui s'est passé dans le browser, je suis incapable de le retrouver. Donc quand vous allez récupérer l'objet, il va être dans cet état détaché. Donc vous aurez besoin de faire une première étape qui s'appellera merge, où on va rattacher l'objet pour qu'il repasse dans l'état managé. Ce sera comme un merge dans Git par exemple, c'est-à-dire que des fois il arrivera à le faire, des fois il n'arrivera pas à le faire parce que potentiellement, si l'objet a bougé en base de données, il a bougé côté graphique, potentiellement la synchronisation est pas possible. L'autre moment où les objets vont passer dans un état détaché, c'est que dès que je vais avoir un rollback, une transaction qui est remise en arrière, dans ce cas-là, tous les objets, toutes les entités qui sont gérées par l'entity manager passent dans cet état détaché, donc on sera obligé de les réattacher avant de travailler dessus. Donc voilà, ce cycle de vie-là, c'est juste pour que vous l'ayez en tête, parce qu'assez souvent dans des exceptions, vous aurez des exceptions qui vont nous dire « je ne peux pas faire ça parce que l'objet est remove, je ne peux pas faire ça dans l'état détaché », et donc ça vous permettra de vous remettre en mémoire, en fait, qu'est-ce que ça veut dire d'être dans cet état détaché. Donc voilà, je reprends juste là dans les slides pour que vous y ayez trace.
Dans un état détaché, elle a une identité dans la base, mais elle n'est plus associée à un contexte de persistance. Supprimée, elle a une identité dans la base et associée à un contexte de persistance, et ce contexte a demandé à la supprimer de la base de données. Là-dessus. L'autre cas où vous pouvez avoir une entité qui est faussement détachée, c'est que si vous avez mis par exemple un ID en disant cet ID, il est auto-incrémenté, ce qui est là. Là, je crée une personne et je dis l'ID va être auto-incrémenté. Sauf que si je crée une personne en lui mettant un ID à 3, et ben en fait, le framework il est perdu. Parce que si l'ID est CT, ça veut dire que l'objet existe dans la base de données. Et donc pour lui, il va le voir comme une entité détachée. Donc en gros, si j'avais fait personne en disant 3, virgule, barré, virgule nul, je crois que ça doit être quelque chose comme ça, pour appeler mon constructeur, bah évidemment, ça se passerait pas bien pour persister mon objet, parce que le fait de lui setter un ID alors que j'ai dit que l'ID allait être auto-incrémenté à la persistance, va faire que le framework va être perdu et va considérer qu'en fait, l'objet personne qui est là est en fait une entité qui est déjà détachée, et donc il va me dire, je peux pas persister une entité détachée, il faut la réattacher avant. Toute la configuration, donc là aussi une autre chose qui est importante à comprendre, c'est que par défaut, là aussi JPA a fait comme Maven un choix de convention over configuration, ça veut dire que il y a plein de choses qu'on n'est pas obligé de déclarer, il y aura des valeurs par défaut qui sont là. Par exemple, le nom de la table qui va être créée, je peux la configurer, mais par défaut, elle est configurée au nom de la classe. La taille du varchar qui va être généré quand j'ai une chaîne de caractères, je peux la configurer, mais par défaut, il va générer un varchar 255, etc., etc. Donc tout est configurable, mais on a des valeurs de convention par défaut. Donc par exemple, on peut surcharger la configuration de la table qui va être faite avec cette notation addTable. On va pouvoir surcharger la partie génération des colonnes, par exemple en disant moi je veux que tu mettes ça dans une colonne qui a tel nom, qui n'est pas, ou sur laquelle il n'est pas possible de la mettre à jour. Elle va avoir une valeur à l'initialisation, mais après, je ne peux pas avoir de requête update sur cette colonne. Et puis, j'ai une longueur de 80. Tout ça, c'est des informations que je vais pouvoir préciser sur cette partie-là. On avait parlé des classes embarquables, c'est-à-dire des classes dont la granularité, le mapping n'est pas 1-1 entre mon modèle de classe et mon modèle de table. Donc, par exemple, j'ai 2 classes, mais à la fin, j'ai une seule table. J'ai ma classe employée, ma classe adresse, mais je veux à la fin que tout soit dans une table employée. Et bien ça, en JPA, je vais pouvoir le faire. Simplement, quand je vais avoir ma relation en objet entre adresse, je vais déclarer, attention, ça c'est un objet qui est embarqué. Et puis pour toute ma classe adresse, je vais la taguer @embeddable pour dire qu'elle doit être embarquée de l'autre côté. Il y a un certain nombre de restrictions sur les classes embarquables. On ne peut pas avoir facilement d'association de l'autre côté si on a des classes embarquables, par exemple. On peut avoir des classes insérées, partagées, si on le souhaite. Alors là, c'est plus pour montrer qu'on peut avoir des choses horribles. On ne rencontre pas si souvent que ça. Mais vous pourrez retrouver avec des choses comme ça, où vous allez dire, dans ma classe employée, je vais surcharger un certain nombre d'éléments de ma classe adresse, parce qu'en fait, elle a été déclarée derrière. Donc en fait, on a, avec les annotations, tout un langage assez riche pour exprimer des correspondances qui peuvent devenir complexes à un moment. Une autre annotation qu'on pose facilement sur les entités, c'est cette annotation de @lob ou @clob. Ça, c'est pour venir indiquer à notre framework de persistance, attention, c'est un objet qui est un objet qui va être de grande taille, soit de type binary, soit de type caractère. Par exemple, je stocke une image. Donc en 2020, si à un moment vous avez une photo associée à la personne, il est évident qu'on ne s'amuse pas à se dire les photos, je vais les sauver dans un répertoire sur mon serveur, et puis je vais les lier par rapport à ce répertoire. Non. Une base de données, c'est très bien stocker des fichiers de grande taille, elle est faite pour ça. Simplement, c'est pratique que le framework le sache, parce que ça va lui permettre de faire du chargement paresseux sur ces attributs-là,
Parce qu'évidemment, si c'est des objets de grande taille, imaginons que derrière, vous faites une recherche où vous dites « donne-moi toutes les personnes telles que ». Si chacune de ces personnes a une image de 500 kg à charger, ben en fait, ça fait pas mal de données à transférer entre la base de données et votre mémoire de votre programme. En fait, si vous n'avez pas besoin des images, c'est bien dommage de transférer cette partie. Donc cette annotation permet d'indiquer au framework, attention, c'est des objets de grande taille. Oh, pardon pour la mise en page. On peut aussi avoir des attributs énumérés. Ça, on aura deux façons de les stocker dans la base de données. Donc imaginez les jours de la semaine, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ben, on pourra soit les stocker sous forme de chaîne de caractères quand ils vont être stockés en base de données, soit les stocker sous forme d'un entier. Ben ça dépend ce qu'on souhaite avoir en base de données là-dessus. Donc on a des annotations pour faire ça. Dernière annotation un peu spécifique aussi quand on fait les entités, Java n'a jamais été très cohérent sur la partie gestion des dates. Ça fait partie des langages qui a par exemple deux types dates, alors qu'une date, on pourrait se dire c'est un type primitif quasiment du langage, ils auraient pu être cohérents. On a Java Util Date, on a Java SQL Date. Java Util Date, c'est un époque depuis le 1970, le 1er janvier 1970, et donc si on met des Java SQL Date, par défaut, il va les stocker comme des types dates en base de données avec les types dates qui existent dans les moteurs de base de données. Pour tout ce qui est Java Util Date, Java Util Time, Java Util Timestamp, si on veut qu'ils utilisent des types équivalents dans la base de données et pas simplement les stocker comme des entiers longs, il faudra rajouter une annotation qui sera add temporal, par exemple temporal type date. Quel est l'intérêt qui stocke ça correctement en base de données ? C'est de bénéficier des fonctions existantes dans la base de données pour faire des recherches d'utiles. Je veux être sûr que ce soit entre deux dates, etc., plus facilement. On peut aussi avoir des mappings, donc ça, je ne vais pas revenir dessus, mais on peut avoir des mappings avec des classes embarquées où on a deux classes pour une seule table, et puis on peut aussi avoir l'inverse, c'est-à-dire des mappings où on a une seule classe, et en fait, dans la base de données, on a deux tables. Ça arrive en particulier quand on doit se mapper sur un modèle de base de données préexistant. De nouveau, là, vous irez voir le standard, le JPA propose tout un ensemble d'annotations pour spécifier cette correspondance un peu complexe. Alors, le premier concept important à comprendre, c'est comment est-ce qu'on va désigner quelles classes doivent être rendues persistantes et donc d'identifier ces entités au sein de notre application. Donc, ce qu'il faut déjà bien comprendre, on parle d'entités, et donc ce que va faire JPA, c'est que par exemple, uniquement les entités peuvent être utilisées pour faire des requêtes. Ça veut dire que c'est pas parce que je vais avoir un langage de requête qu'à un moment je vais pouvoir dire dans mon programme donne-moi tous les string buffers tels que, etc. Parce que ma notion de string buffer, par exemple, n'est absolument pas un concept métier qui a été rendu persistant en base de données. Donc seules les entités peuvent être renvoyées par une requête. Pareil, même chose, elles seules vont pouvoir être passées en paramètre d'une méthode anti-major, par exemple, pour demander à les rendre persistantes. La fin d'une association doit forcément être une entité. Donc quand on va déclarer des associations, on va forcément mettre des entités. Alors ça va parfois en perturber certains, entre autres parce que vous avez pu peut-être, et sans doute eu des cours à des moments qui vous expliquent qu'il faut au maximum éviter des associations entre classes concrètes en Java et plutôt mettre des interfaces pour diminuer le couplage entre des classes concrètes. En fait, on peut quand même le faire en JPA si on veut, mais en JPA, on le fait rarement. On fait souvent des associations entre classes concrètes. Pourquoi ? Parce qu'on part du principe que les entités constituent le modèle métier de notre application, et le fait d'avoir un modèle métier fortement, avec une cohésion forte, en fait, c'est pas vraiment un problème, puisque c'est le cœur de l'application et le cœur du modèle métier, donc c'est logique que les entités soient liées les unes aux autres. Et puis, il y a évidemment qu'elles qu'on peut référencer dans une requête JPQL. Alors, quand on code une entité, il y a un certain nombre de règles, mais vous allez voir que ces règles ne sont pas du tout mortelles. La première chose, c'est qu'il faut avoir une classe, doit avoir nécessairement, qui veut être rendue avec une entité, doit nécessairement avoir un constructeur sans paramètres, protected ou public.
Alors, je vous rappelle, là aussi, hein, s'il n'y a pas de constructeur du tout dans votre classe, il se trouve qu'il y a un constructeur public sans paramètres par défaut. Dès que vous mettez un constructeur avec paramètres, ça veut dire qu'il faudra rajouter un constructeur sans paramètres. Si vous ne souhaitez pas que vos développeurs l'utilisent, vous le mettez protected, parce qu'à la limite, ça veut dire qu'il ne sera pas visible en dehors de la hiérarchie de classe de votre entité. Cette classe ne doit pas être finale. Je vais revenir après de pourquoi ces mutations. De nouveau, à moins qu'il y ait des ayatollahs de mettre le petit mot-clé final partout, sinon quand vous faites une classe, par défaut, vous la mettez rarement finale pour qu'elle puisse être étendue plus tard. Même chose sur toutes les méthodes et les champs persistants, c'est-à-dire tous les attributs métiers de votre classe, les getters et les setters de ces attributs métiers ne doivent pas être finales non plus. Si une instance peut être passée par valeur, alors elle doit être serialisable. Donc vous verrez assez souvent les faits que les classes métiers implémentent serializable. En fait, c'est pas du tout obligatoire, c'est pas JPA qui l'impose. Il trouve que très souvent ces classes métiers, des fois, on va vouloir les envoyer, les serialiser en JSON et autres, et donc on a des frameworks qui vont nous implémenter ça, mais c'est pas obligatoire. Il faut un attribut qui joue le rôle de clé primaire ou un ensemble d'attributs, une clé composite qui joue le rôle de clé primaire. En tout cas, il faut savoir quelle est la clé primaire de cette partie. Ils doivent nécessairement suivre la convention de nommage JavaBean, c'est-à-dire que si j'ai un attribut var, j'ai un getter et un setter qui s'écrit getVar, setVar avec une majuscule et une minuscule. S'il est de type booléen, ce sera isVar et setVar à ce niveau-là. Pourquoi suivre cette convention? Alors déjà, ça veut dire que dès que vous allez générer des getters et des setters, évidemment, générer par l'IDE, utiliser des frameworks comme Lombok pour les générer à la compilation ou autre, surtout ne les écrivez pas à la main, parce que le framework va se servir de ces getters et de ces setters pour travailler. Et enfin, les getters et les setters doivent être protected ou publics. Je vais y revenir derrière pourquoi. On a deux types d'accès selon là où on met les annotations. Si on met les annotations sur les attributs directement, il passera par les attributs et par la réflexion Java pour récupérer les valeurs où c'était les valeurs des attributs. Si on met les attributs sur le getter, alors il passera par les getters et les setters pour mettre à jour les attributs. D'un point de vue conception objet, on préfère que le framework passe par les getters et les setters. Ça nous permettra, si nécessaire, de mettre du log, de mettre du contrôle sur ce qui est en train de faire le framework. Et donc, on va préférer généralement mettre les annotations, le @id, etc., sur le getter, plutôt que directement sur les attributs.